presque 100 ans, Lynn Renault continue d'apparaître comme l'une de ces figures que la France croit connaître depuis toujours. Son sourire, sa voix, son sens de la répartie, sa fidélité à la scène et cette manière d'entrer dans une pièce comme si elle venait simplement saluer des amis, ont construit une image de femme invincible. Pourtant, si l'on suit le fil de sa vie, non pas par ses triomphes, mais par ce qu'elle a dû abandonner, une autre histoire apparaît. Elle commence très tôt, bien avant Las Vegas, avant les grandes émissions, avant les hommages. Elle commence avec une grossesse, un choix qui ne fut pas vraiment le sien, une table de cuisine transformée en table d'opération et une conséquence irréversible qui devait rester au centre de sa vie pendant des décennies. Lynn n'a que 18 ans lorsqu'elle tombe enceinte de Loulou Gasté. Elle se projette déjà dans ce que pourrait être cette maternité, mais l'homme qu'elle aime ne veut pas d'enfant. Dans la France des années 1940, interrompre une grossesse ne signifie pas entrer dans un service médical, être accompagné ou protégé. L'avortement était clandestin, dangereux, puni par la loi et confié, dans les cas les plus désespérés, à celles qu'on appelle alors les faiseuses d'anges. Pour Lynn, le rendez-vous a lieu dans un appartement sombre, loin de toute sécurité médicale. L'intervention est pratiquée avec une aiguille à tricoter. Le corps de la jeune femme devient le lieu où s'affrontent le désir d'un homme, la clandestinité d'une époque et l'absence presque totale de choix réel pour une fille de son âge. Elle rentre chez elle, mais l'épreuve n'est pas terminée. Une infection se déclare. La fièvre monte jusqu'à 41 degrés. La septicémie menace sa vie. Un gynécologue est appelé en urgence et comprend que des fragments sont restés dans l'utérus. Il faut intervenir immédiatement. Cette fois encore, il n'y a ni bloc opératoire, ni anesthésie, ni temps pour préparer la jeune femme. Le médecin pratique un curetage sur la table de la salle à manger. Lynn endure la douleur consciente, avec cette certitude terrible que quelque chose vient de se briser. Elle survit. Mais elle apprendra que cette intervention et ses complications l'ont privée à jamais de la possibilité d'avoir un enfant. Ce n'est pas seulement un épisode médical, c'est le premier grand déplacement intérieur de sa vie. À partir de là, tout ce qui concerne le couple, la fidélité, la famille et même la solitude prendra une autre couleur. Car l'homme qui ne voulait pas de cet enfant deviendra pourtant son mari, son mentor, son manager et l'un des piliers de toute sa carrière. Loulou Gasté restera à ses côtés pendant près d'un demi-siècle. Leur union sera admirée, célébrée, souvent présentée comme un exemple de longévité et de complicité. Mais derrière la durée se cachait une architecture affective beaucoup plus complexe. Lynn Renault a elle-même expliqué que son lien avec Loulou reposait largement sur l'admiration, la reconnaissance, la complicité intellectuelle et une dette affective envers celui qui l'avait aidée à devenir l'artiste qu'elle rêvait d'être. Il y avait du respect, de la fidélité, une histoire commune immense. Mais elle a aussi reconnu que leur relation n'était pas bâtie sur une passion physique continue. Cette nuance change beaucoup de choses lorsqu'on la rapproche de l'épisode de ses 18 ans. Elle a sacrifié sa maternité au refus de Loulou, puis elle a choisi de rester avec lui toute sa vie. Ce choix ne peut être résumé ni comme de la soumission, ni comme un simple calcul de carrière. Il révèle plutôt l'une des contradictions les plus persistantes chez Lynn. Une femme qui voulait être libre, mais qui a longtemps lié sa liberté à l'homme qui lui avait ouvert les portes du métier. Loulou n'était pas seulement le mari, il contrôlait aussi la trajectoire professionnelle de Lynn. Les chansons, les engagements, les décisions artistiques, les déplacements, l'image publique, il gardait la main sur une grande partie de cet univers. Pour une jeune chanteuse, cette protection pouvait être rassurante. Pour une femme devenue une star internationale, elle pouvait aussi devenir étouffante. Plus Lynn grandissait artistiquement, plus elle découvrait que la personne qui l'avait aidée à monter les marches pouvait également décider jusqu'où elle était autorisée à aller seule. Le couple fonctionnait donc sur une tension permanente, gratitude contre autonomie, sécurité contre désir d'émancipation. C'est dans ce contexte que Las Vegas prend une importance particulière. On pourrait croire que l'Amérique représente simplement une conquête de plus dans sa carrière. En réalité, elle agit comme une ouverture brutale. Lynn s'éloigne de la France, de ses repères, de la surveillance quotidienne de Loulou et de l'univers où chacun sait qui elle est. Elle entre dans un monde plus agressif, plus rapide, plus compétitif, où les artistes se disputent les meilleures scènes et où la réussite ne protège jamais de la comparaison. Derrière les paillettes, elle découvre une solitude presque physique. Le public applaudit, les orchestres jouent, les lumières s'allument. Puis la porte de la loge se referme. Cette solitude américaine n'est pas une invention romantique destinée à embellir le récit. Elle éclaire ce qui se produit ensuite. À Las Vegas, Lynn rencontre Nate Jacobson, un homme puissant du monde des casinos.
Leur relation devient une liaison longue, passionnée, clandestine. Elle durera 18 ans. 18 ans, ce n'est plus une parenthèse. C'est une seconde histoire d'amour installée parallèlement à la première, avec ses habitudes, ses attentes, ses risques et ses silences. Elle donne à Lynn une forme d'intensité affective que son mariage ne lui offre plus. Mais elle ne l'amène pas à rompre avec Loulou. C'est là que l'image d'une Lynn, simplement prisonnière de son mari, ne suffit plus. Elle aurait pu partir. Elle ne le fait pas. Elle choisit de maintenir les deux liens. Non pas parce qu'ils se valent, mais parce qu'ils répondent à des parts différentes de sa vie. Nate représente la passion, l'espace interdit, peut-être aussi un territoire où elle n'est pas uniquement la protégée de Loulou gasté. Loulou représente l'histoire, la construction, la loyauté, la dette et une forme de famille qu'elle ne veut pas détruire. Lynn sait ce qu'elle perdrait en rompant. Elle sait aussi ce qu'elle perd en restant. Toute la complexité est là. Avant même que la célébrité ne lui impose ses contradictions, Lynn avait déjà appris que la famille pouvait se casser sans prévenir. Enfant, elle assiste à la rupture de ses parents après le retour de son père de la guerre. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère refuse de le reprendre. Elle va jusqu'à se mettre à genoux pour la supplier de pardonner. Pour une petite fille, l'équation paraît simple. Si l'on aime quelqu'un, on le fait revenir. Sa mère reste inflexible. Le père et la mère finissent par couper les ponts et ne se reverront plus. Ce n'est que plus tard que Lynn découvre ce qui lui avait échappé. Son père avait une autre femme. Et le secret est plus proche encore qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un garçon du voisinage avec qui elle jouait pendant son enfance était en réalité son demi-frère, né de cette autre relation. Le paysage familial se recompose rétrospectivement. Des scènes banales de l'enfance prennent soudain un autre sens. L'enfant qu'elle croyait connaître faisait déjà partie d'une histoire d'adulte dont personne ne lui avait donné les clés. Cette révélation éclaire aussi son rapport ultérieur à la loyauté. Lynn a vu très tôt qu'une infidélité pouvait détruire une famille entière et conduire deux parents à ne plus jamais se regarder. Des années plus tard, elle vivra pourtant elle-même une liaison de 18 ans sans quitter Loulou. Il serait facile d'y voir une simple répétition du passé. Mais la différence est précisément ce qui compte. Elle refuse la rupture totale. Elle construit une solution contradictoire, parfois moralement inconfortable, où le mariage demeure malgré l'existence d'un autre amour, comme si, après avoir vu ses parents se séparer définitivement, elle choisissait de ne jamais reproduire la scène de la porte qui se ferme pour toujours. Avant cela, il faut affronter la disparition de Loulou. En 1995, celui qui a été à la fois son mari, son guide, son contrôleur, son partenaire et le témoin de presque toute sa vie adulte meurt. Les dernières étapes de sa maladie la marquent de manière particulièrement violente. Atteint d'un cancer des os, il souffre au point que, selon le souvenir rapporté par Lynn, on ne peut pratiquement plus le toucher. Le corps d'un homme autrefois si présent, si puissant dans l'organisation de leur existence, devient une source de douleur permanente. Pour Lynn, la mort de Loulou ne peut donc pas être séparée de l'expérience de sa souffrance. À cette, elle ne perd pas seulement un mari. Elle voit un être proche réduit à un état où la moindre présence physique peut devenir insupportable. Et cette image s'imprime en elle. Elle la retrouvera plus tard auprès de sa mère. Là encore, les derniers jours ne sont pas paisibles. Lynn évoquera le souvenir des cris de douleur de cette femme qu'elle avait autrefois supplié de pardonner à son père. Des décennies ont passé, mais elle se retrouve de nouveau impuissante, face à quelqu'un qu'elle aime et dont elle ne peut arrêter la souffrance. Elle dira combien il est terrible d'entendre sa propre mère crier de douleur et de ne souhaiter alors qu'une chose, que cela cesse. Cette phrase ne relève pas d'une théorie abstraite sur la fin de vie. Elle vient d'une scène vécue au chevet d'un proche. C'est ce qui explique la force particulière de son engagement ultérieur en faveur de la possibilité d'une aide à mourir. Pour elle, la question n'est pas seulement celle de la mort, elle est celle de la durée de la douleur, du moment où la médecine ne suffit plus à rendre supportable ce qui reste et du droit de ne pas être condamné à une agonie que l'on refuse. Après Loulou, d'autres disparitions se succèdent. Sa mère meurt, puis l'un de ses assistants les plus proches disparaît lui aussi. Chacune de ces morts enlève une personne qui occupait une fonction précise dans sa vie, le mari, la mère, le collaborateur devenu presque famille. Et c'est ici que l'absence d'enfant cesse d'être uniquement un regret ancien. Elle devient une réalité concrète de la vieillesse. Il n'existe pas, autour d'elle, cette continuité biologique que beaucoup considèrent comme acquise. Pas de fils, pas de filles, pas de petits-enfants qui prolongeraient naturellement la chaîne familiale. Lynn n'est pourtant pas isolée au sens social du terme. Enfin, elle est aimée, entourée, visitée. Des amis, des artistes, des personnalités publiques, des proches de cœur ont constitué autour d'elle une famille choisie.
La France elle-même lui a donné un surnom affectueux, celui de marraine. Mais être la marraine de tout le monde ne remplace pas nécessairement le fait d'être la mère de quelqu'un. Le paradoxe est cruel, une femme peut être entourée de millions de marques d'affection et ressentir, malgré tout, le soir, dans sa propre maison, l'absence d'une personne qui n'a jamais existé. Dans sa propriété des Jonquilles, ce contraste devient presque visible. Le jour, il y a les visites, les appels, les rendez-vous, les souvenirs, les amis. La maison reste un lieu vivant, lié à toute une histoire du spectacle français. Mais la nuit remet les proportions à leur place. Les proches repartent. Les couloirs se taisent. Lynn reste face à une vie extrêmement remplie et à une descendance inexistante. Elle a pu transformer des collègues en famille, des amitiés en liens de fidélité profonde, mais elle ne peut transformer après coup ce qui s'est passé à 18 ans. C'est peut-être pour cela que l'épisode de cette grossesse occupe une place si douloureuse dans son récit personnel. Il ne s'agit pas d'un simple « et si ». Il y a une chaîne de conséquences qui traverse toute sa vie. Elle voulait cet enfant. Loulou ne le voulait pas. L'intervention clandestine a failli la tuer. Les complications lui ont enlevé la possibilité d'en avoir un autre. Puis elle a passé des décennies aux côtés de l'homme dont le refus avait déclenché cette séquence. Enfin, quand les proches ont commencé à disparaître un à un, elle a dû vivre la conséquence la plus tardive de ce drame. Le sentiment d'arriver au grand âge sans enfant a appelé lorsque la nuit devient trop longue. En 2019, le corps impose une nouvelle limite. Lynn est victime d'un accident vasculaire cérébral important. Or, au lieu d'annoncer immédiatement ce qui s'est réellement passé, elle fait savoir qu'elle souffre d'une blessure à la cheville. Ce mensonge est révélateur. Il ne s'agit pas seulement de protéger le public, il s'agit aussi de préserver le contrôle. Une cheville blessée appartient encore au registre de l'accident ordinaire. Un AVC introduit d'un coup la fragilité neurologique, la dépendance possible, le vieillissement, le risque de ne plus récupérer complètement. Pendant toute sa vie adulte, Lynn a imposé son mouvement. Entrer en scène, partir en tournée, traverser l'Atlantique, recommencer, revenir. Après la fessée, marcher n'est plus aussi naturel. Le corps ralentit là où la volonté voudrait continuer. Elle doit renoncer à cette activité scénique qui a structuré sa vie. Pour une artiste, quitter la scène n'est à jamais seulement cesser de travailler, c'est perdre un territoire où le corps obéissait encore à l'intention, où quelques pas suffisaient à faire naître des applaudissements, où l'on pouvait transformer la fatigue en spectacle. La dépendance devient alors une épreuve d'un autre ordre. Lynn a toujours cultivé une identité de femme autonome, fière, capable de décider pour elle-même. Or, la vieillesse oblige parfois à accepter l'aide que l'on ne voulait pas demander. Ce qui fait peur n'est pas seulement la diminution des forces, c'est le déplacement du pouvoir. Quelqu'un doit être là pour accompagner, prévenir une chute, organiser, surveiller. Une femme qui a longtemps défendu sa liberté jusque dans ses contradictions découvre que le corps peut, à son tour, devenir une autorité. Autour d'elle, le monde se vide aussi de ses contemporains. Les amis de la même génération disparaissent serment. La mort de Johnny Hallyday et d'autres figures proches n'est pas simplement une succession de nouvelles tristes. Pour une personne qui approche le siècle, chaque décès réduit le nombre de témoins capables de dire « j'étais là, moi aussi ». Les souvenirs demeurent, mais ceux qui les partageaient ne sont plus là pour les corriger, les compléter ou en rire. La vieillesse devient ainsi un étrange privilège. Survivre assez longtemps pour voir disparaître presque tout un paysage humain. C'est dans ce contexte que son engagement pour la fin de vie prend toute sa cohérence. Lynn ne dit pas qu'elle a peur de mourir. Ce qui l'effraie davantage, c'est l'idée de souffrir longtemps, d'être prisonnière d'un corps devenu source de douleur, de perdre la possibilité de décider. Elle a vu Loulou atteint d'un cancer des os dans un état où le contact lui-même devenait insupportable. Elle a entendu sa mère crier « Han !». Elle a connu la VC et la diminution de ses propres capacités. Sa position sur l'aide à mourir s'est donc construite à la jonction de ses expériences, pas dans un débat théorique détaché de la vie. Elle exprime le souhait de pouvoir partir paisiblement avec une aide médicamenteuse si un jour sa condition devient intolérable. Pour elle, la dignité n'est pas une formule, elle est liée à la possibilité de ne pas prolonger une douleur que l'on ne souhaite plus endurer. Ce combat public est l'un des rares endroits où Lynn transforme directement une peur intime en action collective. Elle ne peut effacer ce qu'elle a vu auprès de Loulou ou de sa mère. En revanche, elle peut tenter de faire en sorte que d'autres familles aient un choix qu'elle estime ne pas avoir eu. Il existe une étrange symétrie entre le début et la fin de son histoire. À 18 ans, une décision concernant son corps lui échappe en grande partie.
Elle désire garder son enfant, mais l'homme qu'elle aime refuse cette perspective et la clandestinité transforme l'intervention en danger mortel. Près d'un siècle plus tard, elle insiste au contraire sur le droit de décider ce qui devra être fait de son propre corps à l'approche de la mort. Entre ces deux extrêmes, toute sa vie semble traversée par la même question. Qui décide lorsque le corps d'une femme devient le lieu d'un choix irréversible ? Le plus long de ses compromis reste peut-être celui qu'elle a qu'à passer avec Loulou. Il lui a donné une carrière, une structure, une protection et un nom dans le métier. Il lui a aussi imposé des limites, refusé l'enfant qu'elle désirait et participé à une relation où elle ne se sentait pas toujours libre. Pourtant, lorsqu'il meurt, ce n'est pas le bilan d'une domination qui surgit. C'est l'effondrement d'une relation fondatrice. On peut être blessé par quelqu'un et rester profondément attaché à lui. On peut avoir rêvé d'une autre vie et ne pas vouloir celle qui existerait sans lui. Lynn a vécu dans cette contradiction pendant des décennies. Le temps finit toutefois par rompre ce que Lynn refusait de rompre elle-même. La mort prend Loulou, elle prend sa mère, elle prend son assistant, elle prend des amis, elle réduit progressivement le cercle de ceux qui ont partagé les étapes les plus anciennes. La séparation que l'enfant Lynn voulait empêcher revient sous une forme qu'aucune négociation ne peut arrêter. Et chaque départ renforce une vérité qui n'avait peut-être pas la même force à 40 ou 50 ans. Lorsqu'on n'a pas d'enfant, la vieillesse repose encore davantage sur la solidité des liens choisis. À un âge où beaucoup se retirent complètement de la vie publique, Lynn continue pourtant de parler. Elle parle de la maladie, de la fin de vie, du droit de choisir. Elle ne cherche plus à prouver qu'elle peut tout faire. L'enjeu a changé, il ne s'agit plus de conquérir une scène américaine ou de défendre une chanson contre les choix d'un manager. Il s'agit de conserver une forme de souveraineté au moment où le corps impose ses propres frontières. Cette parole est peut-être l'une des dernières transformations de sa carrière. L'artiste qui devait sourire malgré la douleur utilise désormais sa voix pour dire que certaines douleurs ne devraient pas être imposées jusqu'au bout. La maison des Jonquilles reste alors un symbole ambigu. Elle contient des décennies de souvenirs, de visites, de rires, de conversations avec des amis célèbres ou anonymes, mais elle contient aussi les absences accumulées. Les personnes qui ont structuré sa jeunesse n'y entreront plus, Loulou n'y reviendra pas, sa mère non plus. Les amis disparus ne téléphoneront plus, et l'enfant qui aurait pu exister n'a jamais franchi la porte. Dans une vie aussi publique, certaines absences deviennent presque plus présentes que les objets. Pourtant, Lynn ne demande pas qu'on la regarde uniquement à travers ses pertes. Ce serait trahir la manière même dont elle a vécu. Elle a transformé des blessures en décisions, des dépendances en combat, des solitudes en amitié, des limites physiques en nouvelles formes de présence. Mais ce qui rend son histoire si forte n'est pas l'idée qu'elle aurait surmonté tout cela. Certaines choses ne se surmontent pas, elles s'intègrent, elles deviennent des données permanentes avec lesquelles on apprend à composer. C'est ainsi que l'on peut comprendre le grand arc de son existence. La jeune fille de 18 ans n'a pas pu protéger sa maternité, la femme mariée n'a pas toujours pu protéger sa liberté. L'amante n'a pas voulu sacrifier sa loyauté. La veuve n'a pas pu protéger ceux qu'elle aimait de la douleur. La vieille dame ne peut pas empêcher son corps de décliner. Mais sur un point, elle refuse encore de céder. Le droit de dire ce qu'elle veut pour elle-même lorsque viendra la dernière épreuve. Et c'est peut-être là que se trouve le secret le plus profond de Lynn Renaud. Bien au-delà des anecdotes de carrière ou des histoires d'amour, elle n'a jamais été une femme sans peur. Elle a eu peur de perdre, peur de souffrir, peur d'être seule, peur de dépendre, peur de voir les autres mourir dans la douleur. Sa force n'a pas consisté à nier ses peurs. Elle a consisté à continuer de choisir quelque chose malgré elle, une scène, un amour, une fidélité, une amitié, une cause. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de la mort, elle ne la présente pas comme une fascination morbide. Consent. Elle parle surtout de la façon dont elle voudrait être traitée si la souffrance devenait insupportable. Après avoir vu deux êtres essentiels à sa vie traverser des agonies qu'elle jugeait terribles, son souhait est clair, ne pas subir la même chose. Ce désir n'efface pas son goût de vivre, il en est presque l'envers. Elle veut vivre tant que la vie reste une vie qu'elle reconnaît, et elle veut conserver un choix si un jour la douleur prend tout le reste. Au fond, la scène la plus révélatrice de cette longue existence n'est peut-être ni Las Vegas, ni un plateau de télévision, ni même les Jonquilles. C'est cette table de salle à manger, sur laquelle une jeune femme de 18 ans, brûlante de fièvre, subit sans anesthésie une intervention destinée à lui sauver la vie. Elle ignore encore qu'elle vient aussi de perdre la possibilité d'être mère. Elle ignore qu'elle restera avec l'homme qui ne voulait pas de cet enfant.
Elle ignore qu'elle aimera un autre homme pendant 18 ans, qu'elle accompagnera son mari et sa mère dans la souffrance, qu'elle cachera un AVC derrière une fausse histoire de cheville, et qu'un jour elle consacrera une partie de sa voix publique au droit de choisir sa propre fin. Des décennies plus tard, la question posée par cette table n'a pas complètement disparu. Elle a seulement changé de direction. À 18 ans, Lynn Renault a découvert ce que signifie perdre le contrôle de son corps et de son avenir en quelques heures. À l'approche de la fin de sa vie, elle veut précisément éviter qu'une dernière décision essentielle lui échappe encore. Cette fois, elle ne demande pas qu'on choisisse pour elle. Elle demande qu'on l'écoute. Fait,